Je m'appelle Marie Faure et j'ai 30 ans. Au moment où j'ai franchi le seuil de ce restaurant, j'avais déjà l'impression que c'était la goutte de trop, non pas parce que j'avais eu un pressentiment dramatique que ma soirée allait tourner au spectacle, mais à cause de tout ce qui s'accumulait depuis des années, de manière silencieuse et constante, de la même façon qu'une fuite au plafond devient normale jusqu'à ce que vous leviez les yeux et réalisiez que la tâche s'est étendue à toute la pièce. Ma petite sœur Mélanie et son mari Kevin avaient transformé leur besoin de moi en une routine, et j'avais transformé le fait de les secourir en un réflexe. Cela commençait toujours de la même manière, le SMS prudent, doux, ouvert, du genre « Coucou, désolé de te déranger », suivi d'un problème qui finissait d'une manière ou d'une autre par l'ouverture de mon application bancaire car le loyer était incomplet, l'échéance du crédit auto arrivait, ou EDF avait envoyé un avis de coupure. Ils avaient eu un mois difficile, les heures de Kevin avaient été réduites, Mélanie était stressée, et chaque fois je me disais que la famille devait se soutenir, même quand mon dos était le seul à être sollicité. Je n'étais pas riche, je n'étais pas une héritière qui jetait l'argent par les fenêtres sans s'en rendre compte, je travaillais, je budgétisais, je me privais, je disais non aux vacances et oui aux heures supplémentaires, je gardais ma vie simple pour que la leur reste à flot parce que c'était le rôle dans lequel je m'étais laissé glisser si lentement que je n'avais même pas remarqué qu'il devenait permanent. Et le pire n'était pas l'argent, c'était l'évidence tacite, la façon dont un dîner au restaurant se terminait avec ma sœur souriant doucement alors que l'addition restait en suspens sur le bord de la table en attendant la personne qui la payait toujours, la façon dont ma mère disait « Tu es simplement plus douée avec l'argent », comme si cela expliquait pourquoi je devais être la responsable des conséquences de tout le monde. Mon petit ami Antoine regardait cela se produire en temps réel, voyant comment les petits services de ma sœur s'étendaient toujours, comment le silence de Kevin signifiait toujours qu'il s'attendait à ce que je gère la situation. Antoine ne les détestait pas, il ne parlait pas mal de ma famille, il posait simplement des questions auxquelles je ne voulais pas répondre, comme pourquoi les urgences de Mélanie retombaient toujours sur mes épaules et pourquoi ma mère agissait comme si mes limites étaient facultatives. Je balayais cela d'un revers de main en lui disant que ça ne valait pas la peine de se disputer parce que j'avais passé toute ma vie à croire que maintenir la paix était la même chose que d'être aimé. Alors, quand le 27e anniversaire de Mélanie est arrivé, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui me semblerait purement généreux, sans obligation, sans pression, sans transaction. Je voulais qu'elle se sente spéciale, et je voulais aussi, pour être honnête, me sentir spéciale moi-même, sentir que je pouvais offrir un cadeau sans qu'il soit confondu avec un versement pour payer ma place au sein de la famille. Mélanie était obsédée par ce sac à main de créateur depuis des mois, le genre de sac qu'elle affichait sur son téléphone et qu'elle regardait comme si c'était un rêve que l'on pouvait toucher. Elle en parlait au moins 10 fois par jour, traçant la photo avec son doigt, soupirant de manière dramatique en disant qu'elle n'achèterait jamais quelque chose d'aussi cher pour elle-même. Je savais qu'elle ne le ferait pas, et je savais aussi qu'elle n'en avait pas besoin, pas quand elle avait des gens qui la rattrapaient toujours avant qu'elle ne touche le sol. Je l'ai acheté quand même pour 2000 €. Ce chiffre me serre encore l'estomac, non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je pouvais sentir tout ce que j'essayais d'acheter avec, un moment d'appréciation, un regard sur son visage qui me dirait que je comptais. Je suis entrée dans ce restaurant en tenant le sac cadeau avec précaution, imaginant sa réaction, imaginant la brève et vive étincelle de gratitude qui rendrait tous les sacrifices silencieux moins invisibles. La table familiale était déjà pleine quand je suis arrivée, mon père était en pleine conversation avec Kevin, riant de quelque chose que Kevin disait comme si ce dernier n'avait pas passé la moitié de l'année dernière à éviter un travail stable pendant que Mélanie m'appelait pour les factures. Les amis de Mélanie étaient bruyants, regroupés autour de verres de vin, avec ce genre de rire qui traverse une pièce, et ma mère était assise en bout de table comme si elle possédait les lieux, affichant ce sourire narquois que j'avais appris à redouter, celui qui venait toujours juste avant une remarque qu'elle considérait comme spirituelle, généralement aux dépens de quelqu'un d'autre. Antoine avait proposé de m'accompagner, mais Mélanie avait insisté sur le fait que c'était réservé à la famille, ce qui aurait dû être mon premier indice que cette soirée n'était pas vraiment destinée à la célébrer, mais à me rappeler où je me situais. J'ai cherché mon marque-place, m'attendant à voir mon nom près de ma sœur, près de mes parents, quelque part qui dirait que j'avais ma place à cette table, mais il n'y avait rien. J'ai regardé à nouveau, la confusion me serrant la gorge, jusqu'à ce que mes yeux accrochent une petite table bancale reléguée dans le coin le plus éloigné de la salle. Elle n'était pas dressée comme les autres, 2 rehausseurs, quelques crayons de couleur qui traînaient, un menu enfant plastifié avec une girafe de dessin animé qui souriait trop fort,
et au centre de tout cela, une serviette pliée avec mon nom griffonné au gros feutre noir, comme une blague si paresseuse qu'il n'avait même pas pris la peine de l'imprimer. Je suis restée plantée là plus longtemps que j'aurais dû parce qu'une partie de moi croyait sincèrement qu'il devait y avoir une erreur, que quelqu'un remarquerait et corrigerait cela, que ma mère me ferait signe de venir en riant et dirait « Oh, chérie, bien sûr que non, assieds-toi ici. » Mais au lieu de cela, ma mère a suivi mon regard et a dit assez fort pour que la moitié du restaurant puisse entendre « On s'est dit que ce serait plus approprié pour toi. » Il y a eu des rires à la table, pas des éclats de rire tonitruants, pas une cruauté évidente, mais ce genre de rire bas et satisfait qui n'a pas besoin de volume pour blesser. Les amis de Mélanie ont jeté un coup d'œil vers moi puis ont détourné les yeux, ne sachant pas s'ils devaient se joindre au mouvement. Mon père n'a même pas levé les yeux, Kevin a ricané dans son verre, et Mélanie, la personne pour qui je venais de dépenser 2000 € pour qu'elle se sente aimée, me fixait avec un minuscule tressaillement de sourire, comme si elle attendait de voir si j'allais jouer mon rôle et avaler la pilule. La chaleur qui m'est montée à la nuque n'était pas seulement de l'embarras, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose que je refoulais depuis des années. C'était la réalisation que ce n'était pas un hasard, que ce n'était pas une blague inoffensive, mais un petit rituel public conçu pour me dire que je n'étais pas une invitée d'honneur ni une sœur précieuse, mais celle qui payait, celle qui était utile, celle que l'on pouvait placer là où c'était pratique, même à une table d'enfants, parce que ma dignité ne faisait pas partie du budget. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas argumenté. Quelque chose en moi est devenu calme et précis, comme cela arrive juste avant que l'on arrête enfin de négocier avec la réalité. J'ai marché vers la table principale, j'ai posé le sac cadeau devant Mélanie et j'ai regardé sa main s'avancer vers lui automatiquement, comme si elle se sentait en droit d'avoir la récompense alors même que je me tenais là humiliée. Pendant une seconde, j'ai laissé le sac posé là, lourd et magnifique, exactement ce qu'elle voulait, la chose exacte dont je m'étais convaincue qu'elle l'adoucirait, puis je l'ai repris. Considère que ce cadeau n'existe plus, ai-je dit, assez calmement pour que ma propre voix me surprenne. Le sourire de Mélanie s'est effacé de son visage comme un masque qu'on arrache, le sourire narquois de ma mère a flanché, pour la première fois de la soirée mon père a levé les yeux, la bouche de Kevin s'est ouverte comme s'il voulait dire quelque chose sans trouver les mots assez vite, et je me suis retournée pour partir, sans me presser, sans taper du pied, en partant simplement avec le genre de contrôle qu'on ne m'avait jamais laissé avoir dans cette famille. Je sentais les regards sur moi alors que je traversais la salle, ce genre d'attention qui n'apparaît que lorsque l'on cesse d'être complaisante. L'air dehors était plus froid que prévu et les lampadaires rendaient le trottoir luisant même s'il n'avait pas plu. J'ai marché sans but, mettant simplement de la distance entre moi et cette table, entre moi et cette serviette où mon nom était écrit comme une insulte. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie parcouru 3 pâtés de maison. Le nom de Mélanie a illuminé l'écran, sa photo de contact datant d'un barbecue d'il y a des années où elle souriait à l'objectif comme si nous étions proches. Pendant une demi-seconde, j'ai envisagé de l'ignorer, mais les vieilles habitudes sont tenaces. J'avais répondu à ses appels à 2 heures du matin, j'avais répondu quand elle pleurait pour ses factures, quand elle était en colère contre Kevin, quand elle avait besoin de quelqu'un pour réparer ce qu'elle ne voulait pas affronter. J'ai répondu à celui-ci aussi. Sa voix a explosé dans le haut-parleur si fort que j'ai dû écarter le téléphone de mon oreille. « C'était quoi ce bordel ?» a-t-elle sifflé. « Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu ne pouvais pas simplement accepter la blague ? Il a fallu que tu ramènes tout à toi le jour de mon anniversaire. » Elle ne pleurait pas, Mélanie ne pleurait jamais quand elle était en colère. Elle affûtait sa voix comme une lame et a commencé à énumérer mes péchés, les tissant ensemble comme si j'avais planifié cette humiliation, comme si j'avais orchestré un sabotage au lieu de simplement refuser d'avaler une insulte de plus. Elle revenait sans cesse à la même phrase, comme si c'était la seule chose qui comptait, « Tu m'as fait honte. » Je me suis arrêtée de marcher, je me suis tenue sous un réverbère en écoutant mon propre cœur battre, réalisant à quel point son indignation m'était familière et à quel point mon calme m'était étranger. Quand elle a enfin fait une pause pour respirer, j'ai dit, c'est pour ne pas avoir respecté celle qui a toujours été là pour toi. Il y a eu un temps de silence, puis un rire, pas un rire doux ou compréhensif, mais méprisant, le genre qui dit que vous êtes ridicule d'avoir des sentiments. C'était une blague, a-t-elle dit. Maman pensait que ce serait drôle. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux.
J'ai fixé la rue sombre devant moi et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté douloureuse. Il ne riait pas parce que c'était drôle, il riait parce qu'il croyait que j'allais l'accepter, parce qu'il croyait que j'allais m'asseoir à la table des enfants avec un sourire et quand même donner le sac de luxe comme un tribut. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère, vive et autoritaire, disant à Mélanie de lui donner le téléphone. Une seconde plus tard, ma mère était à mon oreille, déjà furieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle aboyé. « Tu as fait une scène pour rien. Tu es partie comme une enfant gâtée. Et tu penses que c'est correct ? » « Ce n'est pas rien, ai-je répondu, et ma voix est restée monocorde parce que je refusais de m'aligner sur son chaos. Ce sont des années passées à payer les factures, à combler les manques, à aider Mélanie et Kevin, et tout ce que je reçois en retour, c'est d'être traitée comme si je n'avais pas ma place au dîner d'anniversaire de ma propre sœur. « Tu agis comme si l'argent te rendait meilleur que nous ?» a-t-elle rétorqué. « Non, ai-je dit. Je dis que j'ai empêché cette famille de s'effondrer financièrement pendant des années, et ce soir, il est devenu clair que cela n'a aucune importance pour vous. » Il y a eu une pause, le genre de moment où elle recalcule son approche. Puis elle m'a traité de dramatique. Elle a dit que les blagues de famille étaient ce qui nous rendait proches, que je gâchais tout pour un carton de placement. Mélanie a repris le téléphone, sa voix plus basse maintenant mais toujours dure. « Si tu ne fais pas demi-tour pour revenir tout de suite, ne prends plus la peine de me parler. » J'ai pensé à la serviette, au réhausseur, au sourire narquois sur le visage de ma mère, j'ai pensé à chaque message, « Désolé de te déranger », qui se terminait par moi payant quelque chose qu'il jurait être temporaire, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de réparer les choses. « D'accord, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai à peine dormi cette nuit-là, non pas parce que je repensais à la serviette ou à la table des enfants en boucle, mais parce que mon corps attendait le prochain impact, comme s'il avait été entraîné à s'attendre à des conséquences chaque fois que je disais non. J'entendais sans cesse la voix de Mélanie dans ma tête, la façon dont elle avait dit que je l'avais humiliée, comme si l'humiliation était quelque chose que je lui avais fait au lieu de quelque chose qu'ils avaient préparé pour moi comme un centre de table. Vers 2 heures du matin, je me suis enfin assoupie, et quand je me suis réveillée, mon téléphone ressemblait à un champ de bataille. La première vague venait de ma mère, message après message, oscillant entre la culpabilité et la colère si vite que c'en était maniaque. Un message disait « Tu as fait honte à ta sœur devant tout le monde. Es-tu fière ?» Puis 2 minutes plus tard « Tu dois arranger ça avant que la famille pense que tu as perdu la tête », puis « Je ne peux pas croire que tu fasses ça le jour de son anniversaire. » Il y avait un rythme, comme si elle essayait différentes clés sur un trousseau jusqu'à ce que l'une d'elles m'ouvre. Quand cela n'a pas fonctionné, les parents éloignés ont commencé à affluer. Tante Monique, qui parlait toujours comme si elle délivrait un sermon sur le pragmatisme, a envoyé un long paragraphe disant qu'elle ne comprenait pas d'où venait ma colère et qu'un mauvais placement à table ne devrait pas détruire une relation. Mon cousin Paul a ajouté son grain de sel avec un message suffisant disant qu'il avait entendu dire que j'étais partie comme une gamine à cause d'une blague inoffensive. Aucun d'eux n'était présent, ce qui était tout l'enjeu, ils répondaient à une version de la soirée que quelqu'un d'autre avait déjà écrite pour eux, une version où je n'étais pas la femme qui était entrée avec un cadeau à 2000 € après des années à payer discrètement les factures, mais l'instable qui ne comprenait pas l'humour. C'est là que ça m'a frappé avec une clarté presque physique, ma mère n'avait pas seulement souri à table, elle avait agi vite. Pendant que je marchais dans le froid, elle racontait déjà son histoire. Elle avait fait de moi la méchante avant même que mes talons ne touchent le trottoir devant le restaurant. Dans son histoire, Mélanie était la fêtée blessée, Kevin était le mari discret essayant de maintenir la paix, et j'étais la sœur dramatique qui ramenait tout à elle. Peu importait que la blague ait été conçue pour m'humilier, peu importait que j'aie financé leur vie pendant des années, dans leur récit, mon aide était invisible et ma limite était un crime. Mon père a fini par m'envoyer un SMS vers le milieu de la matinée, ce qui m'a presque fait rire parce qu'il n'écrivait jamais à moins que ce ne soit important, et dans son esprit, important signifiait « garde ta mère calme ». Son message était court, presque méprisant, ta mère est contrariée. Excuse-toi et on passe à autre chose. Passer à autre chose, comme s'il s'agissait d'un malentendu mineur et non du dernier point d'un schéma qui avait fait de moi un portefeuille ambulant avec un pouls. Puis Mélanie m'a envoyé un pavé de texte, et plus je le lisais, plus ma mâchoire se serrait. Elle énumérait toutes les fois où je l'avais fait se sentir petite, et chaque exemple qu'elle choisissait était lié au fait que je l'aidais,
les fois où je lui rappelais le loyer qu'elle avait promis de couvrir, les fois où je suggérais à Kevin de faire plus d'heures, les fois où je demandais quand elle comptait me rembourser, non pas parce que j'avais besoin du remboursement pour survivre, mais parce que j'avais besoin de savoir si elle respectait au moins le concept d'obligation. Dans son esprit, ce n'était pas de l'honnêteté, c'était moi qui la regardais de haut. C'était surréaliste de la voir réécrire la réalité pour rester la victime alors qu'elle était celle qui tenait le couteau. Antoine est passé cet après-midi-là avec des courses et ce genre d'inquiétude silencieuse qui n'essaie pas de me réparer, mais qui occupe simplement l'espace. Il ne m'a pas fait de leçon sur la famille, il n'a pas dit que je surréagissais. Il a posé les sacs, a regardé mon visage et a dit, il l'avait prévu. Ce n'était pas une question, mais un constat. J'ai hoché la tête, et pendant une seconde, ma gorge s'est serrée parce qu'être cru sans avoir à faire une démonstration pour cela me semblait inhabituel, de la manière la plus triste qui soit. Je n'ai répondu à personne ce jour-là. J'ai fait du café, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. La conversation de groupe familial explosait si vite que j'ai dû la mettre en sourdine. Chaque message portait le même sous-entendu, j'avais tort, Mélanie était blessée, et c'était mon rôle de rectifier le tir. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi mon nom était sur une serviette à la table des enfants, pas une seule personne n'a demandé pourquoi ma mère pensait que c'était plus approprié. Ils n'étaient pas confus, ils étaient alignés. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, non pas parce que c'était sain, mais parce que j'avais besoin de voir la vérité en chiffres pour que mes émotions ne soient pas étouffées par leur manipulation. J'ai ouvert un vieux tableau Excel enfoui dans les fichiers de mon ordinateur, un tableau que j'avais commencé il y a des années quand j'avais réalisé que j'envoyais de l'argent à Mélanie et Kevin si souvent que j'en perdais le fil. J'avais arrêté de le mettre à jour à un moment donné parce que les totaux me faisaient me sentir stupide, comme si je sponsorisais une vie qui n'avait aucune intention de changer. Cette nuit-là, je l'ai terminé. J'ai parcouru les relevés bancaires, les historiques Lydia, les vieux SMS où Mélanie disait « Je te rembourse la semaine prochaine » et où Kevin n'écrivait rien du tout. Aide pour le loyer, facture, réparation de voiture, juste jusqu'à vendredi, on est à court ce mois-ci, s'il te plaît ne le dis pas à maman. Je n'ai même pas compté les petites choses, les dîners que je payais sans rien dire, les courses que je couvrais parce que la carte de Mélanie ne passait pas, les paiements surprises pour garder l'électricité chez eux. 2 heures plus tard, le total me fixait comme une accusation. Ce n'était plus de la générosité, c'était du sponsoring. Et le sentiment qui montait en moi n'était pas seulement de la colère, c'était de la clarté, si vive qu'elle semblait presque paisible. J'avais financé un mode de vie qu'il n'avait aucune intention de quitter, et il pensait toujours que je méritais une serviette à la table des enfants. J'ai tapé un seul message dans la conversation de groupe principal, assez court pour ne pas être transformé en drame, je prends mes distances avec la famille pendant un certain temps. S'il vous plaît, ne me contactez pas sauf en cas de véritable urgence. Pas d'explication, pas de débat, pas de supplication pour être comprise par des gens déterminés à me mal comprendre. Puis j'ai éteint complètement mon téléphone, de la même manière qu'on éteint une machine qui surchauffe, et je suis allée me coucher en espérant que le silence finirait par arriver. Le lendemain matin a prouvé que j'avais sous-estimé la capacité de ma mère à l'escalade. Je suis arrivée au travail comme n'importe quel autre jour, café à la main, essayant de garder un visage neutre. À 9h30, ma manager m'a appelée dans son bureau et a fermé la porte derrière moi, ce qu'elle ne fait presque jamais. Elle a tourné son écran vers moi et j'ai senti mon estomac tomber avant même de lire les mots, un email envoyé depuis une adresse Gmail générique, sans nom attaché, affirmant que j'avais affiché un comportement erratique en public, que j'étais partie d'un dîner dans un accès de rage, et que pour la sécurité de tous, l'entreprise devrait peut-être me surveiller. C'était écrit comme une marque d'inquiétude, mais cela se lisait comme un sabotage. Il n'y avait pas de signature, mais je n'en avais pas besoin, la formulation était trop familière, cette façon prudente de me dépeindre comme instable sans m'accuser directement, cette façon d'essayer de semer le doute tout en prétendant être utile. C'était la voix de ma mère sur l'écran. J'ai dit à ma manager qu'il s'agissait d'un problème familial personnel et que cela n'affecterait pas mon travail, je lui ai dit que l'email n'était pas basé sur la réalité. Elle m'a observé un long moment, puis a hoché la tête lentement et a dit qu'elle me croyait, mais elle voulait que je sois consciente de la façon dont la perception se propage. Je suis sortie de son bureau avec mon café froid,
les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'un nouveau type de colère qui semblait plus pure que la tristesse. Il ne s'agissait plus d'un dîner d'anniversaire, c'était ma mère qui s'immisçait dans la seule partie de ma vie qu'elle n'avait pas contrôlée pour essayer de l'empoisonner. Ce soir-là, je n'ai pas seulement mis les conversations en sourdine, j'ai bloqué tout le monde, Mélanie, Kevin, ma mère, mon père, les tantes et cousins qui avaient décidé que j'avais tort avant même de demander ce qui s'était passé. J'ai supprimé entièrement le groupe familial de mon téléphone comme si je nettoyais une plaie infectée. Je me suis assise dans le calme après coup et j'ai senti l'étrange choc de la paix commencer à s'installer, et sous cela, un avertissement que je ne pouvais ignorer. Avec ma famille, le silence ne signifiait jamais la reddition, le silence signifiait qu'il planifiait le coup suivant. Pendant 3 jours après avoir bloqué tout le monde, rien ne s'est passé. Aucun appel n'a filtré, aucun email surprise, aucun message vague de cousins prétendant être neutre. Le calme semblait irréel, comme le moment après l'arrêt d'une alarme incendie quand vos oreilles bourdonnent encore et que vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment fini. J'ai gardé mon téléphone près de moi par réflexe, même s'il n'y avait plus personne qui puisse me joindre. Chaque soir, j'attendais le pic familier d'anxiété qui venait habituellement avec le coucher du soleil, ce sentiment qu'un nouveau problème allait me tomber dessus. Il n'est pas venu. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point une grande partie de ma tension quotidienne avait été fabriquée par eux. Le 4e matin, on a frappé à ma porte. Il était juste après 9 heures, un samedi froid, le genre de matinée que je passais habituellement à rattraper mon retard de lessive en prétendant que le monde pouvait attendre. Les coups à ma porte étaient vifs et délibérés, trop forts pour l'heure, le genre de coups qui ne demandaient pas la permission mais annonçaient une propriété. Je me suis figée avec ma tasse de café à mi-chemin des lèvres, à l'écoute. 3 autres coups secs ont suivi, puis une pause, comme si celui qui était là s'attendait à ce que je me précipite pour obtempérer. Je me suis approchée discrètement de l'œilleton, c'était ma mère. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son manteau boutonné jusqu'en haut, sa posture rigide comme si elle se rendait à une réunion qu'elle prévoyait de dominer. Serrée sous son bras se trouvait une épaisse pochette cartonnée, le genre de dossier que les gens portent quand ils veulent que leur parole ait un air officiel. Juste derrière elle, appuyé contre la rampe comme s'il s'agissait d'une course décontractée, se tenait Kevin. Il faisait défiler des choses sur son téléphone, l'air ennuyé, comme s'il n'était pas une partie de la raison pour laquelle ce moment existait. Je n'ai pas ouvert la porte, au lieu de cela, j'ai parlé à travers elle, qu'est-ce que vous voulez ? La voix de ma mère s'est transformée instantanément en quelque chose de trop enjoué, trop lisse. Elle a dit qu'elle voulait parler comme des adultes et mettre fin aux bêtises avant que cela n'aille plus loin. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire, que j'avais été claire et que je ne voulais plus de contact. C'est alors que son ton a viré au froid. Elle a dit qu'elle avait été en contact avec des gens qui méritaient de connaître la vérité sur moi et qu'elle pouvait rendre les choses très difficiles si je n'arrêtais pas mon attitude. Je lui ai dit de partir. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est baissée et a glissé la pochette cartonnée sous ma porte, le bord raclant doucement le sol comme une menace déguisée en papier. Quand je l'ai ramassée et ouverte, mon estomac s'est noué. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de vieux messages entre moi et Mélanie, soigneusement sélectionnés, dépouillés de leur contexte, organisés pour raconter une histoire où je paraissais autoritaire, froide, obsédée par l'argent. Des messages où je demandais quand elle comptait me rembourser, où je mentionnais les factures, où je suggérais que Kevin fasse plus d'heures, mais aucune capture d'écran d'elle me suppliant de l'aider, aucun SMS de panique à minuit, aucune promesse qu'elle avait faite et rompue, juste assez pour faire de moi la méchante si quelqu'un voulait le croire. J'ai compris immédiatement ce que ma mère faisait, elle n'essayait pas de se réconcilier, elle constituait un dossier. Si elle les avait imprimés, cela signifiait qu'elle les montrait déjà à des gens, qu'elle préparait déjà le terrain, réécrivant déjà l'histoire. Alors que je me tenais de l'autre côté d'une porte verrouillée, j'ai glissé le dossier sous la porte sans dire un mot. Dehors, Kevin a laissé échapper un petit rire étouffé, le son de quelqu'un qui n'avait jamais eu à rendre de compte pour quoi que ce soit dans sa vie. Ma mère m'a dit que je jetais les seules personnes qui tenaient à moi et qu'un jour je le regretterais. Ils ont frappé une dernière fois, fort, puis sont partis. Je me suis tenue à ma fenêtre et je les ai regardés monter dans leur voiture. Ma mère n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air satisfaite, comme si elle pensait avoir planté en moi un doute qui finirait par me ramener dans leur orbite. Elle avait tort.
Au contraire, l'avoir escaladé ainsi, traîner ma vie privée dans quelque chose de calculé et de malveillant a rompu le dernier fil d'hésitation que j'avais encore. Ce n'était pas une pause, c'était une rupture définitive. Cet après-midi-là, j'ai fait une liste de toutes les manières possibles dont ils pouvaient encore m'atteindre, de chaque fil qui me liait à eux. C'était plus long que je ne le pensais, de vieux groupes de discussion que j'avais oubliés, des fils de mes partagés, même un compte de streaming que je payais sans réaliser qu'il était encore connecté chez eux. J'ai commencé par mon téléphone, j'ai changé de numéro, quelque chose à quoi j'avais toujours résisté parce que cela semblait trop définitif. Le soulagement après coup a été immédiat, comme si on retirait les piles d'une alarme incendie qui hurlait depuis des années. Puis sont venus les filtres de mail réglés pour supprimer automatiquement tout ce qui provenait de leurs adresses. Les réseaux sociaux verrouillés, désabonnés, bloqués. Les paramètres de confidentialité resserrés jusqu'à ce que seules les personnes en qui j'avais confiance puissent me voir exister. Ensuite, le côté financier, j'ai fermé le compte que j'avais ouvert il y a des années pour faciliter l'envoi d'argent à Mélanie. J'ai parcouru mon application bancaire ligne par ligne, annulant des paiements automatiques que j'avais oubliés, l'abonnement au stockage cloud de Kevin, un forfait téléphonique partagé, de petites dépenses aléatoires qui s'ajoutaient à la preuve de mon implication profonde dans leur vie. Le soir venu, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'avais rendu ma vie mienne à nouveau. Mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Ma mère n'accepte pas les portes fermées, elle cherche les fenêtres. Alors, j'ai placé une alerte à la fraude sur mon crédit, j'ai mis en place une surveillance de l'identité et j'ai programmé une consultation avec un avocat concernant la documentation sur le harcèlement. L'avocat m'a dit que ce n'était pas encore suffisant pour une ordonnance d'éloignement, mais qu'il fallait tout documenter. J'ai donc commencé un dossier. Quelques jours plus tard, ma cousine Léa, l'une des seules parentes qui n'avait pas choisi de camp, m'a contactée. Elle m'a dit que ma mère racontait partout que je les avais abandonnés pour une blague de placement et que je leur avais coupé les vivres par méchanceté. Léa m'a demandé si je voulais qu'elle corrige l'histoire. Je lui ai dit de ne pas s'en donner la peine, la vérité n'a pas besoin d'être défendue devant des gens qui sont déterminés à la mal comprendre. Une semaine après la visite de ma mère, une lettre est apparue dans ma boîte aux lettres, sans adresse de retour. L'écriture était reconnaissable entre mille, celle de ma mère. L'enveloppe était épaisse. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai mise dans un tiroir avec le reste des preuves, scellée et intacte. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, excuses, menaces, mise en scène, le but serait le même, me faire revenir. Le silence après cela a été total. Pas de coup à la porte, pas de mail à ma patronne, pas d'appel en numéro masqué au milieu de la nuit. Il aurait été facile de croire que cela signifiait la paix, mais je connaissais ma famille depuis trop longtemps pour cette illusion. Le silence avec eux ne signifie jamais la reddition, il signifie la planification. Le silence a duré juste assez longtemps pour paraître intentionnel. Environ un mois s'est écoulé après que j'ai fermé toutes les portes que j'avais pu trouver, assez longtemps pour que mon corps cesse de s'emballer quand mon téléphone vibrait, assez longtemps pour que mes soirées me semblent à nouveau miennes. Je cuisinais sans me presser, je dormais sans attendre une crise nocturne. Antoine et moi avons commencé à parler de choses qui n'étaient pas des urgences ou de la gestion de dommages familiaux, des choses normales, des projets, des voyages que nous pourrions faire, des meubles que nous n'avions pas à choisir en fonction de leur résistance au chaos de quelqu'un d'autre. C'est alors que l'hameçon est arrivé. C'était un mardi soir, je rentrais du travail avec un sac de courses qui me sciait les doigts, pensant déjà au dîner quand j'ai remarqué un SUV sombre garé au ralenti en face de mon immeuble. Je n'y aurais pas prêté attention si la vitre du conducteur ne s'était pas baissée au moment où je montais sur le trottoir. Kevin s'est penché comme si nous étions de vieux amis se croisant par hasard. « Marie » a-t-il dit en souriant. « Je pensais te rattraper avant que tu ne rentres. » Mon estomac s'est serré, mais mon visage est resté impassible. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par la discussion et j'ai continué à marcher. C'est là qu'il l'a dit, Mélanie est enceinte. Je me suis arrêtée, non pas parce que l'annonce elle-même m'importait, mais parce que je savais exactement pourquoi il avait commencé par là. Les bébés sont des leviers dans ma famille, les bébés adoucissent les voix, réécrivent les histoires, excusent tout ce qui a précédé. Les bébés sont leur façon de prétendre que le passé n'a jamais existé.
Kevin s'est lancé dans son discours sans attendre de réponse. Il a dit que Mélanie était nerveuse, émotive, qu'elle voulait que les choses soient différentes cette fois, que la famille devrait être unie pour des moments comme celui-ci. Il a parlé du fait que le bébé méritait de connaître sa tante. Et puis, comme prévu, la phrase est arrivée, déguisée en inquiétude, elle pensait que tu voudrais peut-être aider à préparer les choses. Tu sais, comme tu l'as toujours fait avant. Voilà, ce n'était pas des excuses, ce n'était pas une prise de responsabilité, c'était une facture déguisée en sentiment. Je lui ai dit, félicitations, et j'ai ajouté que rien n'avait changé. Il a essayé de garder son sourire, mais les bords se craquelaient. Avant que je puisse m'éloigner, il a ajouté, tu ne veux pas que ce gosse grandisse en pensant que tu es le genre de femme qui tourne le dos à sa famille, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui, j'ai franchi la porte de l'immeuble et je l'ai laissé se verrouiller derrière moi. Le lendemain matin, ma cousine Léa m'a envoyé un message, elle a dit qu'elle avait surpris ma mère lors d'une fête de naissance racontant aux gens que je prévoyais déjà de mettre en place un compte d'épargne pour les études du bébé. Mon nom n'avait pas été prononcé dans la même phrase que « félicitations », seulement avec les mots « argent » et « attente ». C'est alors qu'il est devenu clair que la grossesse n'était pas un rameau d'olivier, c'était un bélier. Antoine m'a demandé ce soir-là si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité, il pense qu'un bébé va remettre les compteurs à zéro. Il a hoché la tête lentement et a dit, alors ils ne te connaissent pas du tout. Mais moi, je les connaissais.